Bonjour Olivier de Montetti. Bonjour Monsieur Robin. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes entrepreneur de services banquiers en ligne. Vous avez créé et dirigé successivement Fimatex et The Bank. Et depuis 2004, vous conseillez des entrepreneurs dans leur stratégie de croissance externe ou leur projet de cession. Et par ailleurs, vous êtes conseil en création d'établissements financiers en ligne. C'est bien cela ? C'est ça. Alors, première question, moi je vous ai contacté parce que je vous ai découvert récemment sur Internet, sur une vidéo qui reprenait votre débat avec Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de Revue et Corrigé. C'est en 2011. Et vous lui expliquiez brillamment, j'ai trouvé, que l'État était la cause de la crise et pas les marchés. Est-ce que vous pensez l'avoir convaincu ? Je n'ai certainement pas convaincu Jean-Luc Mélenchon de la totalité de ce que je disais. Mais je pense que j'ai pu lui ouvrir une perspective qu'il n'avait pas forcément identifiée auparavant. Et c'est pas tellement l'État qui est la cause que des agents de l'État qui sont les relais de dysfonctionnement, aussi bien dans la gestion de l'État que dans la gestion des établissements financiers. Et vous me disiez que vous l'aviez revu après le débat, vous aviez continué cette discussion, qu'est-ce qu'il en est sorti ? On a poursuivi la discussion, mais pour être très franc, on a surtout parlé de Cicéron, en fait, puisque Jean-Luc Mélenchon a été formé en lettres classiques et moi aussi, donc on n'a pas parlé que de politique. Bien, alors, question assez simple quand même, est-ce que les banques ne sont responsables en rien dans la crise ? Les banques sont bien évidemment en partie et très largement responsables de la crise. Ce que j'essayais d'expliquer ce jour-là, c'est que le métier de banquier, comme n'importe quel commerçant, c'est de gagner de l'argent. À partir du moment où l'État lui ouvre une porte ouverte, un grenier en lui disant « serre-toi », il va se servir. Donc j'expliquais qu'il y avait une collusion entre l'État et les grandes banques, parce que l'État avait besoin des grandes banques pour financer son déficit, et c'est vrai en France depuis probablement le début ou le milieu des années 80, et que les gouvernements successifs ont créé un système de fermiers généraux, comme sous l'Ancien Régime, qui permet à une caste, en l'occurrence celle des inspecteurs généraux des finances, d'être à la fois du côté de l'État, dans la gestion des finances publiques, et à la direction des plus grandes banques françaises, pour permettre un système fluide et efficace de financement des déficits, en organisant dans les banques le système d'emprunt sur les marchés internationaux. On a parlé beaucoup de la possibilité pour l'État, ou de l'absence de possibilité pour l'État, d'emprunter auprès de la Banque de France. Ce sont des décisions qui ont été prises il y a plusieurs décennies. L'État en déficit doit donc emprunter sur les marchés internationaux. Pour qu'il emprunte dans des bonnes conditions sur les marchés internationaux, l'État a aidé les banques françaises à devenir des banques d'investissement internationales, ce qui les a rendues complices du déficit de l'État. Elles en profitent, et l'État aussi. C'était juste cette petite collusion de systèmes qui passe par un pont qui est le corps de l'Inspection générale des finances, qu'on retrouve aussi bien chez les politiques et à la tête de l'État, et qu'on retrouve à la tête des banques. Et alors on voit bien aujourd'hui, dans ce contexte de crise qui est de pire en pire, qu'il faut essayer de trouver une analyse juste. Or, ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est qu'il y avait une analyse plutôt, disons, antilibérale, qui expliquait que l'État était manipulé par les marchés, et puis une vision plus libérale, la vôtre, qui disait que ce sont plutôt le corps d'État qui se servait des marchés pour augmenter la taille de l'État. Alors, est-ce que ce débat peut être tranché ? Alors, je ne pense pas que le débat soit ni un débat libéral-antilibéral, ni un débat droite-gauche. Je pense que c'est un débat sur la place de l'État et surtout sur ce que je disais avec Jean-Luc Mélenchon, et nous en étions d'accord, que c'est une problématique de droit. Il faut avoir peu de lois, mais des bonnes, et en l'occurrence, les lois qui régissent les banques et le système financier et les modalités d'endettement de l'État sont mauvaises. Donc la solution probable que je préconise, c'est de reséparer les activités de marché financier des activités de banque commerciale, et ensuite évidemment de réduire le déficit de l'État, puisque la soif inextinguible d'emprunt de l'État depuis 25 ou 30 ans l'amène
à des compromissions avec la loi, avec la Constitution, avec les bonnes pratiques de réglementation qui conduisent à créer des monstres financiers, bancaires, très peu compréhensibles, dont les dirigeants eux-mêmes ne savent plus très bien ce qu'a fait Jérôme Carriel ce matin. Mais donc on est d'accord que c'est l'État qui est à la source de ces problèmes quand même. L'État est source, complice, bénéficiaire, victime. Bien. Alors, que pensez-vous de notre pays, où finalement l'analyse de M. Mélenchon de la crise est bien plus largement partagée que la vôtre, enfin, selon mon sentiment. Est-ce que c'est parce que ce pays est nul en économie, ou est-ce qu'il est trop influencé par une vision socialiste, voire communisante, notamment via le bras armé idéologique qui est l'éducation nationale? Là, c'est vous qui êtes très idéologique. Vous mettez plusieurs sujets sur la table. Je pense que le rôle de l'État en France n'est pas du tout bien géré, notamment par ce qu'on appelle la droite. Nous avons en France une droite dont je ne sais pas si elle est la plus bête du monde, mais qui n'est pas une droite libérale. La droite française est une droite très colbertiste, très interventionniste. Les 5 années de présidence de Nicolas Sarkozy l'ont montré. Si la droite, qui se prétend libérale, était vraiment libérale, elle donnerait aux électeurs des clés de lecture plus faciles. Mais aujourd'hui, il y a une confusion qui est entretenue dans l'ensemble de la population, parce que la droite est aussi étatiste que la gauche, presque aussi étatiste que la gauche. Donc à partir du moment où droite et gauche appellent à un rôle de l'État accru, la seule différence lisible pour le peuple entre la droite et la gauche, c'est à gauche, on a des gouvernements qui s'occupent du peuple, et à droite, on a des gouvernements qui s'occupent des riches. C'est l'aberration, notamment des 5 dernières années qu'on a connues avec Nicolas Sarkozy. Si la droite prenait le risque d'être vraiment libérale, et d'expliquer ce que c'est que d'être vraiment libérale, peut-être qu'elle aurait un peu plus de pérennité. Bien. Je ne sais pas si ça répond complètement à mes questions, parce que peut-être qu'il y avait plusieurs parties. Si vous faites une question à 5 tiroirs, je peux choisir mes tiroirs. Voilà. Donc, un autre tiroir, c'était ce pays et les Français en général ne sont pas nuls en économie, selon vous? Je ne sais pas si les Français sont nuls en économie. Ce que je sais, c'est que les classes politiques ne font pas grand-chose pour donner des clés de lecture en économie au pays. Alors ensuite, effectivement, si on compare aux États-Unis, le rêve américain, c'est n'importe quel Américain, même d'origine très modeste, même sans avoir fait d'études, rêve de monter son petit business et devenir entrepreneur et son propre patron, et de faire une petite fortune. En France, la voie de la fortune passe toujours par l'État, parce qu'on n'a toujours valorisé que l'État. Donc on n'a pas valorisé le rôle de l'entrepreneur dans la société, et on a peu d'entrepreneurs, et on n'a pas une envie chez les entrepreneurs de développer leurs entreprises. Donc par exemple, il y a peu de gens en France qui, ayant monté leur entreprise, ont envie d'en faire un géant mondial. C'est quelque chose qui ne correspond pas à l'état d'esprit français. Donc il y a énormément de gens qui ont envie de se mettre à leur compte pour ne plus avoir de patron, mais il y a très peu de gens qui ont envie de faire une fortune à la Bill Gates. Il y a des tas de gens qui ont envie de gagner 200 millions au loto, mais il y a très peu de gens qui ont envie de gagner 200 millions d'euros en développant une boîte et en la vendant après. Ça, c'est plutôt un problème culturel, effectivement. Mais est-ce que c'est pas problématique pour les années et les décennies à venir pour ce pays? C'est certainement, en tout cas, un sujet qui dépasse de loin le calendrier politique. C'est un élément culturel qui tire probablement ses racines sur plusieurs décennies ou siècles de faible appétit des Français pour la prise de risque, la création d'entreprises, l'enthousiasme de développement, l'ambition. L'argent. Et sans doute un rapport à l'argent, mais on l'a vu avec des très massifs multimilliardaires américains, à un certain niveau de fortune, l'argent en lui-même n'est pas le moteur. Ça n'est pas l'argent qui fait se réveiller le matin Warren Buffett ou Bill Gates. Ce n'est pas l'argent qui faisait se réveiller le matin Steve Jobs. Mais l'idée qu'on puisse faire une très grande fortune
fait partie de l'envie entrepreneuriale américaine, et pas en France. Mais effectivement, entre 1 milliard, 10 milliards et 50 milliards, la quantité de caviar que vous pouvez mettre sur vos biscottes le matin est de toute manière limitée. Alors, autre question, on se la pose un peu tous, est-ce que la crise économique va s'amplifier selon vous et conseillez-vous aux entrepreneurs et aux épargnants d'investir dans de l'or ou de s'expatrier ou autre chose? Alors, plusieurs questions. Est-ce que la crise va s'amplifier? J'en sais rien. Très sincèrement, j'en sais rien. Le propre de la crise économique que nous traversons aujourd'hui, c'est qu'elle est à la fois locale, européenne, mondiale, et les soubresauts du système économique mondial dans la croissance et dans la décroissance sont très complexes à analyser. J'ai aucune prétention à pouvoir le faire. Pour un entrepreneur, la crise est aussi un moment d'opportunité. Donc l'entrepreneur fait de la microéconomie et pas de la macroéconomie. Pour ce qui est de l'épargnant, moi j'aime pas du tout l'or. On parlait déjà de reliques barbares il y a plusieurs décennies. L'or n'est pas un investissement, c'est éventuellement un lieu de protection de valeur, mais c'est pas très intéressant. À la limite, j'aime mieux investir dans l'immobilier que dans l'or. Au moins on peut se loger dans l'immobilier ou loger des gens. C'est plus malin que de stocker des barres d'or dans un coffre de banque. Est-ce qu'il faut s'expatrier? Sûrement pas. Expatriez-vous si vous avez envie de vous expatrier, c'est une très bonne expérience. Moi j'ai eu l'occasion de vivre 18 mois ou 2 ans à l'étranger, j'en ai été ravi. Mais s'expatrier pour fuir la France, c'est absurde. S'expatrier parce qu'on a envie de parler anglais et d'élever des moutons en Australie, c'est une idée géniale. Ou de planter de la vigne. J'ai un de mes amis étudiants, avec qui j'étais étudiant en Grande-Bretagne, qui a fait ça. C'est un projet de vie qui est formidable. S'expatrier pour fuir le socialisme, quelle horreur, quelle tristesse. C'est-à-dire qu'il faut mieux le combattre là où on est? Il ne s'agit pas de le combattre. Je veux dire, c'est un gouvernement, il a été élu légitimement, laissez-le vivre. Mais on a un gouvernement démocratique qui est plus marqué à gauche que le précédent. Ça ne doit pas empêcher un individu de mener ses projets individuels. Et alors, est-ce qu'il y a une solution à la crise selon vous? Une, sûrement pas. Plusieurs peut-être? Il y a sûrement des tas de solutions. Je pense que là, le premier élément est dans l'éducation. Nous avons probablement une très grande frilosité dans le développement de notre système éducatif. Je pense, de manière très simple, pour rejoindre le côté entrepreneurial et international qu'on évoquait à l'instant, que si la France ouvrait plus massivement encore ses universités et ses centres de recherche à des étudiants étrangers, ça c'est pas du guéant, clairement. Je pense qu'on exporterait de la valeur ajoutée de très haut niveau facilement. Si on formait chaque année 10 000 médecins chinois dans nos universités françaises, eh bien on aurait pendant 40 ans des médecins chinois francophones. Ce qu'on appelle le soft power. Appelez-le comme vous voulez. Alors, parlons un peu de votre émission avec Jean-Luc Mélenchon, parce que nous, on s'intéresse pas mal, enquête et débat, aux médias et aux coulisses des médias. Donc, on a envie de vous demander comment est-ce qu'on est choisi, quand on n'est pas très connu comme vous, pour débattre de ces questions avec un politique de premier plan qu'est Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, mon ego dut-il en souffrir? J'ai été choisi par défaut, évidemment. Je pense que les équipes de, entre guillemets, casting de Paul Amar souhaitaient mettre en face de Jean-Luc Mélenchon un banquier de premier plan, et que l'idée de débattre avec ce bolchevique, le couteau entre les dents, les a terrifiés, qui n'étaient pas certains de la qualité de leur argumentation, et qu'ils ne se sont donc pas présentés. Et au bout de la liste, on a trouvé celui qui autrefois avait été banquier, pas très orthodoxe, et donc j'ai accepté. Et comment vous aviez fait pour figurer sur cette liste? C'est ça un peu la question qu'on se pose. Ah, j'ai figuré sur aucune liste. Un jour, on m'a téléphoné en me demandant si je voulais bien parler en tant que banquier de la crise bancaire en face de Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit que j'étais plus banquier, même si j'étais toujours dans le milieu des services financiers. Et j'ai compris qu'il n'avait pas d'alternative, que j'étais tout en bas de la liste, le tout dernier. Et vous me disiez juste avant que... Mais c'était leur liste. C'était leur liste. Mais vous me disiez juste avant cette émission qu'il y avait quelque chose de drôle un peu dans ce qui vous était arrivé. Bah oui, c'était amusant, parce qu'ils cherchaient un banquier pour expliquer la chute de Dexia, et ils auraient bien voulu que ça soit quelqu'un de Dexia, probablement, ou
ou un confrère de Dexia, probablement un membre d'une direction générale de la demi-douzaine des plus grosses banques françaises, qui viennent expliquer cela. Mais ils n'ont pas trouvé de volontaire. Donc ce qui était amusant, c'est que de proche en proche, on finisse à s'adresser à moi, qui n'avait aucun rapport avec ce système bancaire déliquescent d'aujourd'hui. Et donc, pour vous, on est encore en démocratie. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une casse, justement, vous parliez dans l'émission d'une casse. Mais bien sûr, on est en démocratie. Tant qu'on aura la possibilité d'élire un président, des députés, des maires, des conseillers régionaux, sur la base de scrutins ouverts, on sera en démocratie. Que ce ne soit pas une démocratie parfaite, que ce ne soit pas une démocratie directe, c'est possible. Mais le simple fait qu'on puisse avoir une alternance, quand j'étais lycéen, on a salué l'arrivée de la gauche au pouvoir après 23 ans ou 25 ans, je ne me rappelle plus, de droite. Là, on a un président socialiste qui a été élu après 10 ans ou 15 ans de président de droite, de nouveau. Donc l'alternance, en elle-même, montre qu'on est en démocratie. La surreprésentation des anciens élèves de l'ENA parmi les présidents de la Ve République montre qu'il y a une imperfection de la démocratie, en ce sens qu'il y a une très forte concentration d'un certain profil d'élite au pouvoir. Mais les imperfections de la démocratie ne veulent pas dire l'absence de démocratie. Je pense qu'il y a des tas de pays au monde où on trouverait que nos imperfections sont vraiment, vraiment un luxe. Donc, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Est-ce que passer d'un étatisme de droite à un étatisme de gauche et inversement, c'est quand même une alternance? Bien sûr, c'est une alternance. C'est imparfait, mais c'est une alternance. Et le simple fait qu'il existe une alternance maintient une pression sur les concurrents aux fonctions électives qui les oblige à prendre en compte les aspirations de leurs électeurs. La concurrence, c'est la démocratie. Mais c'est vrai dans le commerce aussi. C'est en ce sens-là, je suis aussi libéral. Alors, dernière question sur un autre sujet. Vous l'avez rendu public, donc vous venez de fêter le 16e anniversaire de votre greffe de rein. Oui. Qui vous avait a priori sauvé, si j'ai bien compris. Ah oui, très largement. On avait découvert ma maladie quand j'avais un peu plus de 20 ans, quand j'étais étudiant. J'ai été dialysé à 29 ans et greffé à 31. Bien. Alors, comme vous avez reçu cette greffe, on a envie de vous demander en quoi la vie est différente depuis? D'abord, on est vivant. On est dans la vie de tous les jours, on est en bonne santé. On peut faire des choses. Pour moi, ça a voulu dire la possibilité de travailler de manière efficace, alors qu'avant la dialyse et pendant la dialyse, j'étais encore assez gravement malade, en fait, donc limité dans mes possibilités. Après la greffe, j'étais en pleine forme, peut-être même trop en pleine forme du fait des médicaments un peu excitants qu'on me donnait pour lutter contre les risques de rejet. Mais ça m'a permis de développer Fimatex, qui était un projet sur lequel j'avais travaillé depuis longtemps, donc de bourse en ligne, puis de lancer le projet The Bank, de le développer, quelquefois dans un milieu bancaire un peu hostile contre cette innovation, puis de relancer une entreprise après avoir quitté le projet The Bank et Egg. Donc ça m'a permis de vivre, d'avoir une vie de famille, une vie de père, une vie d'époux normale, alors que la maladie qui m'avait touché quand j'avais 20 ans m'aurait probablement tué à l'âge de 30 ans si j'étais né en 1925 au lieu de naître en 1964. Mais est-ce que vous diriez que votre comportement en général a changé, c'est-à-dire même politiquement, vos idées politiques ne sont pas... On sent quand même que vous avez une certaine compassion. Est-ce que vous l'auriez eu sans cette expérience douloureuse? Alors, non, mes idées politiques n'ont pas changé du fait de la greffe. Clairement non. Mon rapport à la société et aux meurtris de ce monde s'est peut-être un peu développé. J'ai effectivement une petite tendresse pour les gens frappés par la vie, plus forte après la maladie et la greffe,
Parce qu'effectivement, quand on est soi-même atteint d'une maladie grave, on prend conscience de cette difficulté et on regarde le monde avec un peu plus de douceur et de compassion. Et donc, pour conclure sur cette question, et puis sur l'interview, vous avez reçu la greffe de quelqu'un qui était mort, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous incitez aussi des vivants à faire des dons d'organes, sachant que, par exemple, quelqu'un comme Richard Berry a fait le don de son rein à son frère, je crois? Alors, ce sont des choses très différentes. Le don d'organes, le don vivant, n'est possible qu'entre gens qui sont assez proches. Je ne connais pas le détail de la réglementation, mais effectivement, ça peut se faire entre un parent et un enfant, un frère et une sœur, comme le cas que vous évoquez, ou entre conjoints. Donc ça n'est pas du tout le cas du don anonyme. Moi j'ai reçu le rein d'un donneur décédé, donc en situation de mort clinique, une circonstance que je ne connais pas, le don est anonyme, et donc je ne sais pas qui était le donneur ou la donneuse, en l'occurrence, donc c'était un cadeau formidable qu'on ne peut pas tracer. Alors est-ce qu'il y a un moyen, donneur vivant ou donneur mort, qui est meilleur sur le plan médical? Je crois que le donneur vivant est considéré comme de meilleure qualité, mais évidemment ça pose des tas de difficultés au sein d'une famille. Par exemple, si un frère donne un rein à sa sœur et que la maladie récidive, on se trouve dans une situation familiale compliquée où la sœur rejette le cadeau de son frère. Donc ça peut être très douloureux psychologiquement. La greffe est déjà un moment psychologiquement très difficile à vivre. Je crois qu'il est important à la fois que le don de donneurs décédés se développe. Il y a beaucoup de situations où on ne peut pas prélever parce qu'on n'arrive pas à obtenir le consentement de la famille du défunt, notamment parce que le défunt n'avait pas dit qu'il était prêt, en cas de décès, à ce que ses organes soient prélevés. Donc ça, c'est un sujet central qu'il faut développer, c'est que chacun d'entre nous peut avoir dans son portefeuille une carte de donneur, pour dire, ben, s'il m'arrive un accident, je serai mort, et que je suis mort, on peut prélever des organes qui sont susceptibles de sauver des vies, puisque c'est quelque chose qui est sur le plan chirurgical, opérationnel, qui est très très bien géré aujourd'hui, et le corps du défunt est rendu à sa famille tout à fait propre et pas du tout abîmé. Et à côté de ça, effectivement, il faut développer une compréhension dans les communautés de malades et leurs familles que le don au sein de la famille est parfois possible. Mais dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, où j'ai des amis qui ont la même maladie que moi, le don vivant entre gens ne se connaissant pas est pratiqué aussi. Et je crois qu'on peut même écrire ça sur papier libre, de son vivant, dans son portefeuille, comme vous le disiez, sans carte de donneur. Ah oui, il n'y a pas de formalisme particulier. Pour dire que vous êtes donneur, il faut mettre vous pouvez avoir un petit Bristol dans votre poche. Je crois que je dois avoir le mien toujours dans mon portefeuille. Mais en fait, je l'ai, mais je crois qu'en pratique, je ne peux pas donner, donc je ne la trouve pas. Ah bon? Je ne peux pas donner parce que, du fait des médicaments, vous voyez, donc ça ressemble à ça. Donc c'est une carte de donneur avec... je vais zoomer un peu. Alors je vais vous la rapprocher si Voilà. vous voulez. On la voit bien. Voilà. Donc on peut la demander sur Internet, auprès de l'établissement français des greffes par exemple, et avoir ça dans son portefeuille, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, daté signée. Et si vous avez un accident, les gens qui vous ramassent savent que s'il y a une situation de mort clinique, on peut prélever. Comme on dit, ça coûte rien, mais ça peut rapporter gros. Ça rapporte malheureusement rien à la personne défunte, mais ça peut permettre de sauver des vies avec... entre guillemets, un défunt, il y a 2 reins qu'on peut prélever, qui peuvent sauver 2 personnes en état de dialyse. Il peut y avoir un bloc cœur-poumon, il peut y avoir des cornées oculaires, un foie, qui peuvent être prélevés et qui vont sauver. Donc, avec une personne défunte, on peut traiter, entre guillemets, parfois 4 ou 5 personnes. Aux États-Unis, sur Facebook maintenant, ça n'est pas arrivé en France encore, mais Facebook a lancé
une fonction aux États-Unis qui permet de se déclarer donneur sur Facebook. Parce que Mark Zuckerberg a été très impressionné par ses rencontres avec Steve Jobs, qui avait lui-même reçu une greffe de foie il y a quelques années. Bon, malheureusement, son cancer avait récidivé, mais il avait été greffé. Et Mark Zuckerberg avait été très marqué par ça et a donc souhaité développer cette fonction. Olivier de Montetti, merci. Je vous en prie, bonne journée.